Alors, bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui nous sommes dans un lieu délocalisé pour parcours de vie, mais en même temps ça s'étend selon mes pérégrinations. Et aujourd'hui on est à Beaufort et j'ai la chance de vous présenter un personnage local, un personnage atypique qui s'appelle Thierry Rolls, que j'ai rencontré à un moment donné de mes vacances. Et alors c'était dans quelles conditions Thierry on s'est rencontrés? Eh ben, temps très froid, Ouais. neige. Et j'avais exposé quelques confitures devant ma petite boutique. Et donc, ce monsieur extraordinaire aussi a été un peu surpris par l'ambiance générale de la boutique et a demandé à me rencontrer. Et de ce jour, eh ben, est née une belle relation que nous développons encore aujourd'hui au château de la Grande Salle, édité en 1200 environ. Édité? Ouais, édité parce que tu es éditeur aussi. Aussi, oui. Oui, on va y revenir. Donc Château de la Salle, effectivement, ça tu m'en as parlé parce La Grande que Salle, la Grande Salle. derrière. Et c'est ce truc-là qui me fait penser que justement tu m'en as parlé en premier, le Château de la Salle, ça t'a tout de suite renvoyé à quelqu'un à qui tu veux rendre hommage dans cette émission, qui est Donc mon instituteur, Monsieur Lassalle. Vous voyez, donc 1957, on est en 2022, un petit parallèle quand même d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et donc ce merveilleux instituteur m'a enseigné les bases toutes simples de la vie, c'est-à-dire respect, environnement, nature. On était issus d'une famille de 4 personnes, et donc j'étais avec un frère jumeau, Rémi. Moi c'est Thierry. Et donc nous avons toujours eu dans la tête l'enseignement de Monsieur Lassalle concernant donc la mémoire et l'environnement, toujours en ligne de mire. Pourquoi? Ben, tout simplement, à l'âge de 7 ans, on est curieux. Et curieux de tout, je dirais. Donc tout ce que nous trouvions, mon frère et moi, dans la nature, nous le ramenions à l'instituteur, quel que soit le jour, l'heure. Et dans ces moments-là, il nous recevait, nous expliquait, et en échange, c'était des cahiers, des crayons. Et on n'était pas riches à l'époque. Et donc, toutes ces petites choses rencontrées, apprises, j'ai essayé de les transmettre tout au long de ma vie, qui j'espère va encore continuer une bonne petite cinquantaine d'années. Hein, et voilà, donc une petite allusion à mon merveilleux instituteur et son épouse, Madame Lassalle. C'est dingue quand même l'influence qu'ils ont sur Oui. notre parcours de vie, tous autant qu'ils sont les instituts ou les profs. Voilà. J'en parle en conscience de cause parce que pardon, plus j'avance, plus je me rends compte de la responsabilité que j'ai au niveau des paroles. Voilà. C'est terrible, je ne veux pas entendre parler. Bref, donc ça nous ramène à l'enfance et là on va pouvoir démarrer justement sur ta vie qui est quand même dingue, fantastique. Alors ma mère trouve que je dis trop souvent dingue, donc qui est fantastique. Et on va recommencer au niveau de l'enfance justement, à tes 7 ans où tu es curieux, etc. Et comment se déroule ta vie ici? Et pour que tu sois revenu ici, parce que tu as été à Paris un temps, etc., tu vas nous raconter, mais comment ça se passe dans l'enfance d'abord, ta passion, tout ça, comment, enfin tu es curieux, vas-y, à toi. Voilà. Eh bien écoutez, ça démarre tout simplement. Hein. Donc j'étais aussi amoureux de la pêche, et de la pêche à 7-8 ans, on allait dans les turbines. Hein. Il y avait une turbine hydroélectrique, hein, très dangereuse. Même à 20 ans, vous n'y allez pas, mais nous on avait 7 ans, donc pas de danger. Et donc on allait pêcher dans des coins improbables, dingues même, je dirais. Arrête. Et voilà, donc le poisson que nous pêchions, on allait le vendre le soir aux gens du pays. Et j'ai toujours eu cette relation de découverte et en même temps de donner, parce que la plupart du temps c'est donner, hein, c'était des francs symboliques, mais c'était en fait de partager mes découvertes toujours au fil de mon enfance. Et donc à partir de ces échanges, après j'ai fait donc beaucoup de relations avec mon instituteur, hein, aussi bien après dans le sport. Et après, je passe à l'époque, avec toujours l'enseignement de mon institut, je passe à l'école du CAP, de la vie, on va dire, là où je commence aussi à apprendre la vie. Et toujours avec cette... CAP de quoi? C'était un CAP de cuisine. Mais à l'époque... T'avais une passion particulière pour ça? Pas du tout. La pâtisserie surtout. Ok, d'accord, donc on est bon, il y a quand même une base. On est raccord. Ouais. Et ben oui, parce qu'à l'époque, le CAP cuisine engendrait pâtisserie, Ok. boulangerie, glacier, serveur, barman, dactylé, compta. C'était un CAP multitâche, on va dire. Et ce merveilleux aussi, et je reviens encore à M. Lassalle, et ben là j'ai rencontré mon maître de stage, d'apprentissage en même temps, M. Closset, qui était meilleur ouvrier de France. Et j'ai toujours suivi dans ma cuisine, mais surtout pâtisserie, et j'allais souvent avec lui faire des extras. En fait, je travaillais tout le temps. Hein.
la nuit, le jour. Et donc ça m'a permis aussi de découvrir les méthodes de cuisson qui m'ont servi même maintenant encore à faire des confitures, mais ça c'est une autre histoire. Ok, donc on passe le CAP, ça, tu le finis. Et même avant donc de finir le CAP, vu la façon dont les professeurs nous inculquaient les savoirs, eh ben, j'étais contacté par la Régie nationale des usines Renault à l'époque, en 67, j'ai donc 15 ans, et me propose un chef de cuisine, un poste de chef de cuisine à Caylus, le château de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne. Ça te fait le grand basculement là. Là, grand basculement, Ouais. parce qu'à l'époque, le train n'aimait pas 3 heures, mais une journée, et quand vous avez 15 ans, que vous partez dans un château inconnu, faire une colo pour la Régie Renault, et que vous rentrez dans la merveilleuse bâtisse, et que vous voyez que l'eau vient d'être installée, et que vous n'avez rien pour travailler, eh ben vous vous débrouillez. Et c'est là que j'ai commencé à me débrouiller seul. Et donc je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Seul dans un endroit où il n'y a même pas de procédure d'électricité, ça va être compliqué. Et ben c'est là que je me suis débrouillé. J'ai fait un petit rapport à la direction quand même. Il y avait un directeur et une directrice quand même pour la colo. C'était pas une petite colo. Je leur ai dit, écoutez, ça ne va pas le faire, on va trouver une solution. Le matin, amenez-moi 4-5 enfants, s'il vous plaît, qui avaient mon âge quand même. Puisque j'étais aussi bien presque dans la tranche d'âge. Ben, vous me les amenez, puis ils vont m'aider en cuisine. Très bonne idée, on me dit, très bonne idée. Et de là, démarrer une complicité avec les enfants. Mais aussi, après, je me suis aperçu que les moniteurs avaient besoin aussi, le soir, vers minuit, d'une pause. Préparer la réunion du lendemain. Donc, j'ai proposé dans la chapelle du château, pas de celui-là, hein, à Caylus, eh ben, de faire un 5e repas, avec soirée dansante, jusqu'à 2 h du matin. Et à l'issue de cette colo, je ne me souviens absolument pas comment je me suis débrouillé pour faire la cuisine, mais alors par contre, les rapports humains ont été magnifiques. Voilà, et c'est une expérience que beaucoup de gens devraient faire un petit peu dans leur vie, parce qu'avec rien, on pouvait faire de grandes choses. Voilà. Impressionnant. Donc là-dessus, ah ouais, impressionnant, ça pose son monde. Donc tu me termines ta colo à 15 ans. Après, tu reviens ici, je suppose. Non, j'étais dans l'Est de la France à l'époque. Ah, c'est le moment où tu commences à barouder de partout. Voilà, Ouais. et donc je pars dans le Jura après à l'armée, puisque l'armée aussi c'est une belle expérience. Hein. Même si vous apprenez la vie. Moi, j'ai devancé l'appel, donc je suis parti très tôt, je suis parti à 18 ans dans la marine. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt des gens qui repoussaient le service militaire jusqu'à 25, donc j'étais un des plus jeunes. Et je peux vous assurer qu'être très jeune dans une base militaire, il faut être costaud pour supporter. Pourquoi la marine alors qu'ici, on est à pas très loin de Chamonix, avec une encablure de montagne, mais pourquoi la marine et comment tu t'es débrouillé pour partir là-bas alors que tu avais tous les chasseurs alpins ici? Oui, mais j'étais encore pas ici, j'étais encore pas à Beaufort, j'étais toujours dans l'Est. Parce qu'en fait, on est parti sur cette hypothèse de Beaufort, mais en fait, tu viens d'où? De l'Est de la France, donc vers Saint-Dizier, voilà. Pas loin de Chaumont 3. Et donc à l'époque, j'étais très passionné de foot également, et donc le sport m'a bien aidé aussi dans la vie pour surmonter beaucoup de difficultés, on va dire. Tu finis l'armée, ça se passe pas mal quand même, tu apprends 2-3 choses, plus la marine. Tu vas sur bâtiment ou pas? Je devais partir sur le Jeanne d'Arc à l'époque. Ouais. Quand j'ai vu la vie, puisqu'ils nous ont montré un film, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Bon, bah, rien que la vidéo, le film, c'était bon, j'ai compris, je suis pas parti. Voilà, je suis resté à terre, à Hyères, à la base aéronavale. Bah, j'étais pas mal en fait, hein. On avait la plage à côté, c'était un peu des vacances, mais quand même, dur. Ok, donc tu finis ton service militaire, tu as 19 ans, Voilà. et après après, bah, je pars dans le Jura. On n'est pas encore à Beaufort, hein. On s'en Ah, rapproche non. petit à petit. Hein. On y avance un peu dans la moyenne montagne dans le Jura, et donc bah, toujours passionné de sport et aussi par la pâtisserie, donc je deviens pâtissier dans un village de vacances qui accueillait 1000 personnes, c'était à Lamoura. Et on a été un des précurseurs donc à lancer la transjurassienne, qui est mondialement connue maintenant. Alors c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ski de fond. Et on arrive à Beaufort bientôt. Et donc passionné par le ski, donc on a commencé à faire la transjurassienne avec des moniteurs qui travaillaient aux douanes. Voilà, qui travaillaient aux douanes. Donc c'était une belle expérience. Et en même temps, c'est là que j'ai découvert la photo. Parce que j'ai vu ton appareil tout à l'heure. Voilà. Effectivement. Alors raconte. Voilà, j'ai découvert la photo avec le comptable. Le comptable de l'établissement était passionné de photo. Moi, j'étais à l'époque, je faisais de la photo, mais pas comme il m'a appris. J'ai appris à développer les films, et monter mes films.
Et la découverte est toujours partie avec l'appareil photo, développement jusqu'à 2-3 heures du matin. Et je prenais en photo les gens dans le village vacances que j'exposais le lendemain. Donc ça faisait des journées assez longues, environ de 20 heures par jour, mais ça a été toujours un petit peu mon chemin, ça. Hein. La vie est trop courte, on n'en a qu'une, alors allons-y. Ok, donc franchement, ça se passe vraiment bien, beaucoup de contacts humains. Tout à fait. Clairement, c'est vraiment, c'est quand je t'ai rencontré d'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué, c'est ta manière de contacter naturellement les gens et directement les gens et de sauter sur tout ce qui va du genre bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Et ça fonctionne parce que tu as ce contact humain qui est dingue. Voilà. Donc, tu termines ton village vacances à la Moura. Et là, je pars donc en région parisienne. De 95 à 2019 2020, non, on est encore beaucoup plus en arrière. Hein. Là, donc, je pars du côté de Chambord, où je travaille à l'Isle-Adam, dans l'Oise, une certaine période de ma vie. Et après, je quitte cette période de région parisienne que je n'aimais pas trop, je trouvais que la nature n'était pas trop belle. Donc, je suis parti en Maurienne, au Carélis. Chef de cuisine aussi, donc au Carélis, où je reste un certain temps, environ 2 ans. Et je vais faire la saison d'été à Arèche, en 78. Et là, je me rapproche tout doucement de Beaufort. Et là, je suis un des premiers également à lancer l'idée de courir en montagne. Donc je faisais beaucoup Arèche, Lac du Clou en courant. Et le meilleur moyen, c'était la descente. Là, vous apprenez ce que c'est que de courir sur des pierres, comme des chamois. Et on me prenait un petit peu pour un barjot, et c'est là que j'ai commencé à prendre des copains pour venir avec moi courir. Donc ça, on est en 78. Et en même temps, les rapports humains ont fait que j'ai commencé avec la photo à prendre les gens du pays. C'est ce que j'ai vu. Alors, je crois que tu en as quelques-unes, il me semble, des photos du pays. Ouais. Si tu peux les montrer, donc que ça soit ici ou ici aux caméras. Voilà. Ouais, elle est belle. Voilà. Donc, alors, cette dame, c'est qui? C'est Madame Bochet, prise en 80... Je regarde derrière parce que les dates... Et donc, je l'ai appelée la Mamie Deschamps, mais j'ai hésité, je voulais l'appeler la Madone. Et je me suis dit, bon, la Madone, ça fait un peu présomptueux, donc la Mamie Deschamps, c'est Madame Bochet. Quand vous voyez son âge, 84 ans, vous vous dites que dans la vie, les EHPAD, c'est pas fait pour nous. Et tu en as fait plein comme ça. Voilà, et ça, c'est des maxi-cartes, parce que je trouvais que les cartes postales, c'était trop petit. Donc, je me suis dit, en faisant des grandes, on peut en faire des tableaux. Voilà. C'est toujours une petite allusion à la mémoire de tous les personnages que nous rencontrons. Et j'essaie de leur donner une vie éternelle, on va dire. Ça peut-être un peu présomptueux, mais bon. Vous voyez, à 84 ans, elle existe toujours, bien qu'elle soit décédée depuis 20 ans. Donc, tu en fais vraiment quasiment un métier. Voilà. Parce que j'ai vu le nombre de photos que tu as. Tu avais prévu un temps, d'après ce que j'ai vu aussi, de faire des ventes de ça, mais plus tard, tu sais, tu en as plein ton placard de ces photos-là. C'est les cartes postales qui ont été à l'époque en proposition, donc dans les maisons de presse et tout. Mais comme je suis reparti à Paris, j'ai laissé tomber. Et, vous savez, le métier d'édition, c'est pas facile, donc il vaut mieux avoir un métier où on gagne de l'argent quand même, parce que la photo, c'est comme aussi peut-être un peu vidéaste, ça rapporte pas beaucoup, à moins d'avoir un gros sponsor derrière. C'est pour ça qu'entre temps, j'ai fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça. Tiens, donne, je vais les montrer. Ça me va bien. Alors ça, c'est pour un hommage à un peintre qui avait fait des fresques dans un restaurant. 350 mètres carrés de fresques représentant la Savoie. C'était monsieur Chaffardon. Monsieur Chaffardon, un très très grand peintre, et malheureusement toutes ces fresques ont disparu dans l'incendie du restaurant. Voilà. Et j'en ai gardé, donc j'en ai fait des sets de table avec son accord, bien sûr. Et l'idée, en fait, c'était de mettre un petit peu de vie dans les maisons de retraite, parce que j'ai appelé ça l'art à table. Voilà. C'est très bien parce qu'en fait, tout est axé visiblement, enfin, même ta de communiquer. Je suppose. Non, je pensais vraiment à la question de la valorisation du patrimoine. Aussi, pour toi. Bien sûr. C'est vraiment la ligne directrice depuis tout petit où tu m'en parles, où tu as grandi justement dans des zones et tu as cherché à faire local. C'est quand même fascinant ça. Et donc ça, c'est ta propre édition en auto-édition. Voilà, tout à fait. Donc, bon, ça marche pas. Mais en même temps, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a un côté artistique et qu'il faut donner. C'est ce qu'il y a de mieux pour les gens de voir des choses belles, de se rappeler. Enfin, c'est essentiel, je pense, à la vie aujourd'hui. En plus, le Covid est passé par là et ça nous a un peu permis de relativiser et de réfléchir sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Tu finis. Tu mets ça entre parenthèses parce que. Oui, parce qu'en fait, je suis un petit peu multitâche. Parce que toujours, en revenant à Monsieur Lassalle, mon merveilleux instituteur, il m'a appris aussi une chose fondamentale, c'est le recyclage. Tout ce que nous trouvions, genre métaux, on allait les vendre
À l'époque, il y avait beaucoup d'aluminium. Et ceux qui se souviennent, bah, il y avait beaucoup de boîtes de conserve qui étaient en alu, genre toutes les poudres à lait, enfin bref. Et il y avait aussi des fameux tubes d'aspirine en aluminium que nous avions un petit peu détournés en explosifs, mais ça, faut pas le dire. Mon papa adoptif nous a appris la manière de faire des explosifs, donc on utilisait ces petits bâtons de dynamite, mais ça, c'est une autre histoire. Donc le recyclage permet aussi beaucoup de choses, parce que le salpêtre, vous en avez besoin pour le... Bon. Bien. Donc là-dessus, tu remontes à Paris. Et donc j'épouse entre-temps la fille du boulanger, M. Gachet, Donc, et Mme Gachet, Laure, mais que tu avais rencontré où? au tennis. En toujours un petit peu... À Paris. Non, à Beaufort. Ah bon, on est d'accord, Quand j'étais à Arèche. Parce Quand j'étais à Arèche, que je l'ai Laure rencontré. Gachet, de son prénom de jeune fille, qui est effectivement une famille assez Beaufort. connue, effectivement de Beaufort, oui. Et donc tu la rencontres comment? Et ben, en C'est-à-dire, tu allant... communiques comment pour rentrer, pour aller la voir? Oh là, c'est compliqué ça, parce que ça c'est encore une autre histoire. Si vous connaissez Roméo et Juliette, bah, il y a un petit côté Roméo là-dedans. Et donc bah, je la rencontre sur les cours de tennis, parce que Laure était donc maître nageuse à Beaufort, bon, très sportive, moi aussi, et un jour en cours de tennis, je la rencontre, et notre relation démarre timidement, on va dire timidement. Ce qui a été plus compliqué, c'était de rentrer dans la maison Gachet, parce que voilà, à l'époque, on ne rentre pas comme ça chez les gens. Maintenant, avec Internet, c'est peut-être plus facile. Et à l'époque, ben, vers 2-3 heures du matin, après mon travail de photo ou de pâtisserie ou autre, eh ben, je lançais des cailloux au carreau pour avoir l'autorisation d'entrer. Voilà, une petite page romantique, on va dire. Donc là-dessus, tu remontes avec elle, dans ce cas-là, à Paris? Voilà, et nous partons à Paris, donc à côté d'Orly, puisque Laure était donc hôtesse responsable des ventes à Orly, et donc nous avons bâti notre deuxième famille, puisque nous avions eu chacun de notre côté des enfants, et nous bâtissons donc une nouvelle liaison, et de cela est né deux autres enfants, qui sont maintenant un petit peu aussi dans la région de Toulouse. Ok, et toi tu vas travailler où pendant ce temps? Eh ben moi je travaille à Rungis. C'est-à-dire au grand marché? Au marché de Rungis. Et donc, bah oui, on a tous les produits sur place, donc Ouais. c'est très intéressant. Et quand on a démarré donc cette activité, il y avait un très beau restaurant qui était en cours de reprise par un restaurateur. Et nous sommes partis de zéro. De zéro, aussi bien en traditionnel, cuisine traditionnelle, que gastronomique, que self. En fait, j'ai réuni toutes mes différentes expériences pour faire de ce restaurant dont j'étais salarié, et ben, un petit peu un endroit multitâche, multiforme, ce qui a permis en l'espace de 10 jours de remplir toutes les cases à 100% du restaurant, aussi bien en gastro, bar que self, puisqu'on était à peu près à 180-200 couverts, voilà, pour le midi. Et à cette époque, voilà, les journées étaient très très longues. Ah bah, 4 la heures du restauration. matin, 15 heures. Voilà. À ceux qui veulent bosser dans la cuisine, je déconseille maintenant parce que les journées... C'est un des problèmes actuellement, oui, effectivement, parce qu'ils en trouvent moins, parce que Bah, c'est vrai que c'est oui. quelque chose d'extrêmement difficile, on le sait tous, hein, et que c'est pas très bien payé. Voilà. Donc c'est vrai que les choses Faut sont en aimer. train de changer. Passion. Et puis en plus, oui, il faut aimer effectivement pour la cuisine, vraiment. Ouais. Ouais, voilà. Donc ce côté Mais passion, ça toi, va. tu as ce côté-là qui a perduré. Voilà. Donc tu te fais tes 20 ans à Rungis. Oui, tout à fait, Donc, c'est puisque donc l'histoire de la boulangerie s'est malheureusement arrêtée je crois en 2006 avec la vente de la maison, du fonds de commerce et le décès de grand-père. Et donc nous avons rapatrié mamie à Paris. Pendant 7 ans, elle avait vécu avec nous. Et donc nous sommes restés un petit peu avec la mamie pendant toute cette période, on va dire, de mise en dormance du fonds de commerce de Beaufort. 2019 arrive, vous le savez tous, c'est le Covid. Bravo, Et le toi Covid. aussi- alors le Covid, Voilà. c'était donc l'enfer, mais en même temps période de... Covid. Je t'adore. Période de Covid, donc période de questionnement, de Ouais. basculement pour beaucoup de gens, effectivement. On en est vraiment sur une thématique du basculement chez toi, ça Tout à fait. switch tout le temps. Ouais, ouais. J'adore. Mais je suis habitué. Oui, je comprends bien. Donc là-dessus, tu te dis, et vous dites en fait, hein, parce que vous êtes deux ou même plusieurs à vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Du temps. Ouais. Parce que le temps, ben voilà, on en revient toujours à ça. On peut laisser passer le temps ou être un acteur du temps. Et donc on a décidé de bouger. Et en bougeant, ben, on s'est aperçu qu'il y avait des belles plaines, malgré qu'on soit en région parisienne. Et on a découvert un ancien verger. Verger qui ravitaillait à l'époque Versailles, avec les maraîchers qui partaient en brouette.
Et nous, en farfouillant, en parcourant, en cherchant, en étant curieux, on a découvert ce fabuleux verger de 1780, à peu près, hein, je n'étais pas là. Et tous les jours, nous avions à peu près 20 à 30 kilos de fruits que nous ramassions. C'était un verger communal aussi. Il y a à côté, mais celui-là a été oublié. Oh. Comme le château de Beaufort, vous voyez. C'est ça. Le château de la Grande Salle, beaucoup de gens passent devant, mais ne le voient pas. Parce qu'il faut être curieux. On en revient toujours à ça. Et les gens, quelques gens passaient devant nous en cueillant les pêches. J'ai jamais vu des pêches de cette couleur, de ce goût. Ils nous regardaient, et voilà, sans aucune envie de cueillir. Mais nous, si. Et de là est née l'idée, on en fait quoi des fruits? C'est bien beau d'avoir des fruits. Eh bien, le côté pâtissier est revenu, ma femme aussi, qui a des idées aussi folle dingo que moi. Eh bien, on a décidé de faire des confitures. Vraiment accueilli au cœur de la nature. Et ben, il manque encore un truc, si vous réfléchissez bien, c'est qu'il faut des pots. Et les pots, ça coûte cher. Puis comme j'ai pas eu beaucoup de pots dans ma vie, je me suis dit, la nuit, eh ben, je vais faire les caisses de verre dans le village, jusqu'à 2-3 heures du matin. Avec une pile électrique, je faisais les caisses, et avec 3-4 grands sacs Carrefour, vous entendiez passer... Ouais, c'est-à-dire tu passes pas inaperçu, tu l'as voilà. pas. Hein. À 3 heures du matin, vous entendez quelqu'un qui fait des bruits de verre. Bon, j'aurais pu avoir la police, mais moi, je suis resté très bien avec les verres. Et voilà, et ben, la journée, on lavait les pots, désinfecté, et on a commencé nos premières confitures comme ça pendant le Covid. Merci le Covid. Vous voyez que c'est pas tout négatif. Et de là, à Paris, ben, j'ai eu beaucoup de clientèle qui ont été intéressées par mes produits. Et nous arrivions à vendre par 60 pots pour les mêmes personnes qui trouvaient vraiment des goûts différents de ce que nous avions. Alors, tu as l'avantage aussi pour tes confitures de varier, c'est-à-dire que voilà. par la curiosité, c'est-à-dire que tu restes pas sur un seul seul côté, type. l'or. Ok, de tout ce mélange de produits. Voilà. Ouais. Et là, même le packaging, il est très beau. Tu as une créativité là-dedans aussi. Oh, ben, on s'amuse. Oui, c'est ça, on voilà. s'amuse. En fait, on ne fait pas de la production, on fait de l'amusement. C'est juste. Ça nous distrait. C'est comme la photo, vous savez. On passait des fois 2 heures sur une photo. Imaginez le temps que vous passez pour faire une photo correcte. À l'époque, c'était les salles de bain. Bon, ben, la confiture, faites pareil. En fait. Il faut que tout soit fait dans l'art et le respect. C'est art, respect, nature. Ça, on n'en sort pas. Hein. C'est pour ça que je reviens à mes petites photos, mes sets de table. Regardez, derrière. Tu la donnes. La devise issue donc de mon merveilleux instituteur. Ne jetons pas, ne jetons plus, trions, recyclons. Un trésor est caché dedans. Et ça, vous le mettez à toutes les sauces. Aussi bien notre rencontre avec Olivier, qu'il en restera, on ne sait pas. Oui. Mais ça existe. Et ça existera toujours. Bon, bien, maintenant qu'on a fini de pleurer, Ouais. ce qui est très bien, c'est que donc, les confitures, ça t'a pas... tu continues toujours, et c'est vrai qu'en plus, c'est très local ici, très patrimonial, donc c'est vrai que c'est top. Effectivement, pour moi, tout se lie dans ton parcours, hein, de toute façon. Et donc, là-dessus, vous dites, on va vendre la maison à Paris, voilà. Ce que tu m'as dit, pour réintégrer Beaufort suite au Covid, pour avoir, ce qu'on dit généralement, c'est donner un sens à la vie, c'est-à-dire redonner un sens et être plus près de la nature. Parce que, effectivement, toi comme Laure, je pense que vous étiez vraiment né proche de la nature, et ça vous manquait, il me semble, d'après ce que tu m'en as dit. Tout à fait. Et alors? Et alors, bah, écoutez, Et alors? Eh ben, écoutez, oui, de cette passion commune, on a envie de transmettre aussi notre savoir, de le faire connaître, et aussi la méthode, parce que la méthode, pour vendre, non. On a créé un petit peu un esprit de partage, d'originalité, avec une chef des ventes que j'ai nommée Julie, qui est une petite poupée métal, qui est très gentille, avec un CDI direct. Et c'est elle qui s'occupe des ventes dans la boutique, puisqu'on a trouvé un concept où les gens achètent et payent directement à Julie, qui répond toujours avec un grand sourire. Et les gens mettent les sous dans la boîte aux lettres qui est juste à côté d'elle. Et elle vous indiquera où se trouve d'ailleurs le château de la Grande Salle. Donc on veut créer aussi dans ce bâtiment un lieu de vie qui est actuellement disparu, il n'y a plus rien dans cette rue. Et de ce bâtiment, on veut en faire pas un paradis, c'est trop, mais au moins un lieu de vie, de faire revivre le quartier. Et ceux qui peuvent nous aider aussi, ils peuvent venir. Hein. Si vous êtes artisan, artiste, on va créer des locaux pour vous. Et après, on verra ce qu'on pourra développer ensemble. Voilà. Oui, c'est très bien. Et toi, donc, maintenant, si tu me fais un retour sur vie avec des anecdotes importantes qui t'ont marqué, tu me dirais lesquelles? Si tu en as 3 à choisir. Alors, la plus ça va être compliqué. Écoutez, la plus importante de ma vie, c'est de ne pas avoir connu mon père ni mon grand-père, hein, puisque mon grand-père est parti au Canada, donc j'ai encore des mâles qui partaient sur les bateaux.
Et donc grand-père est parti en 1895 au Canada, dans la province d'Alberta, à Calgary, faire l'élevage de chevaux. Et quand vous regardez aussi dans mes photos, sachant que j'ai pas connu du tout l'histoire de grand-père, hein, et ben j'avais toujours dans ma tête la passion des chevaux. Et grand-père, donc j'ai appris en 1980 que mon grand-père était donc éleveur de chevaux à Calgary. Voilà. Donc ça c'est une première histoire de ma vie que je n'ai pas connue, mais qui reste gravée quand même. Hein, quand vous n'avez pas connu ni votre père ni votre grand-père, ça marque. Après, ça a été la rencontre avec Laure, qui ensemble, on fait des choses et on continuera à faire des choses aussi, toujours dans le respect de l'homme, un peu côté humaniste aussi. Et création. J'aime bien aussi beaucoup la création, parce que de la création, on peut faire tellement de choses. Regardez, ça c'est moi, avec mon frère jumeau. Et ça c'est création 89. Donc un petit coffret de Savoie que j'avais fait avec mes cartes postales en prévision des jeux de 92, des jeux d'Albertville. L'idée c'était de mettre de la pub au dos. Bon, j'ai rencontré les gens du Cojo, ils m'ont dit c'est bien, j'en dis pas plus. Bon bref, ça reste collector, j'ai quand même rencontré avec ce coffret que j'ai dédicacé à, devinez qui, pas derrière l'église, je l'ai rencontré, mais au château de Conflans, à Albertville, parce que j'ai travaillé aussi aux Jeux Olympiques. Et donc j'ai rencontré Marie-Gabrielle de Savoie dans son joli cabriolet blanc en cuir, et je lui ai dédicacé. Et Marie-Gabrielle était très contente de rencontrer quelqu'un d'aussi original. Donc voilà, une petite chose de la vie. Donc ça c'est la deuxième. Ouais. Et la troisième c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et je dis toujours, quand on a une vie, faut la vivre à fond. Alors venez me voir, venez nous voir à Beaufort. Ensemble on peut faire des tas de choses encore. Merci, c'est très intéressant, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose, par un conseil patrimonial du coin? Un conseil patrimonial? Ouais. Parce que toi tu connais beaucoup de choses ici maintenant. Oui, ce que je voudrais, et il paraît que c'est dans les sphères de la mairie, mais parce que j'avais eu le projet avec Laure quand on s'est rencontrés, c'était de rénover ce château. Regardez comme il est beau. Et donc on a eu les mêmes idées, mais on ne se connaissait pas, et Laure aussi avait eu l'idée de rénover. Il paraît que ça va se faire, peut-être ça se fera. Mais... Ça serait très bien, effectivement, une valorisation. Puis en plus, ça permettrait à certains artisans locaux de travailler dans le respect à l'ancienne. Un peu, je pense à Guédelon, mais je pense à d'autres châteaux ou d'autres monuments qui sont. Parce que Guédelon est né ex nihilo, mais il y a plein de monuments qui sont restaurés actuellement. Et il y a plein de gens, de communes qui s'y mettent. Effectivement, ça permettrait de valoriser beaucoup ce patrimoine. Parce que c'est vrai que la région est très belle. Et tu t'y plais beaucoup. Voilà. Et sans oublier aussi quand même que ce château, il y a Henri IV qui est passé par là. Il a dormi une nuit ici pendant les guerres franco-savoyardes. Alors, il vous dira pas bonjour, mais vous pouvez par contre, vous pouvez lui dire bonjour. Parce qu'il y a encore une princesse qui vous attend. Je te remercie Thierry. Merci Olivier. À bientôt.